Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est une clé pour l'avenir de l'humanité, c'est la motivation intrinsèque. Alors le titre c'est motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, laquelle activer? Eh bien pour passer à l'action, je vous ai déjà donné la réponse, effectivement ce sera la motivation intrinsèque qui est au cœur de ce sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient du plus profond de nous, c'est cette motivation qui nous pousse vraiment à l'action. Tandis que la motivation extrinsèque, eh bien, c'est la punition si on a fait mal, c'est la récompense si on a fait bien. En fait, c'est une motivation qui est à l'extérieur de nous. Alors, dans le système dans lequel on est encore actuellement, je vais encore parler du changement de paradigme, en considérant que nous avons encore un pied dans l'ancien paradigme, eh bien dans l'ancien paradigme, on est très tenté par la motivation extrinsèque, parce que c'est les bons points à l'école, c'est dans l'entreprise la prime à la performance, l'augmentation de salaire à la performance, et aussi la promotion par exemple. Tout ça, c'est des motivations extrinsèques. Et pourtant, je vais vous montrer que ce n'est pas celle-là qui est efficace. Et même qu'au contraire, elle nous empêche d'atteindre le but qu'on veut atteindre au départ, en fait, le but recherché. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment la motivation intrinsèque qu'il faut activer parce que c'est celle aussi qui répond à l'un de nos besoins fondamentaux, qui est notre besoin d'autonomie. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région de Bâle, des Trois Frontières, Allemagne, France et Suisse. Donc j'accompagne actuellement, je redonne confiance aux personnes qui sont en transition professionnelle, je redonne sens et aussi, eh bien justement, grâce à cette motivation intrinsèque, la joie de se réaliser professionnellement. J'anime également des conférences et des webinars pour les RH, les managers qui veulent justement faire ce changement. Le changement de paradigme, je vous renvoie à mon autre playlist. Donc, cette motivation extrinsèque dont je vous parle, la caricature, on va dire, l'image qu'on peut avoir, c'est l'otarie dans le zoo. L'otarie qui fait ses belles figures parce qu'à chaque fois, en fait, elle reçoit un poisson. Et si elle ne recevait pas de poisson, finalement, l'otarie ne ferait rien. Ça, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir en tête. Et du coup, ça nous amène à voir qu'il y a trois grands obstacles à cette motivation-là. Le premier obstacle, eh bien, c'est qu'il faut toujours être là, toujours être présent. Le deuxième obstacle, c'est que vous devez donner donc une récompense et sûrement augmenter les doses. Et le troisième point, eh bien, c'est qu'en fait, et c'est pour ça qu'elle nous éloigne complètement du but initial, c'est que cette motivation extrinsèque pour une action, pour une tâche, peut même enlever, ou on peut dire tuer, la motivation intrinsèque que la personne pouvait avoir au départ pour cette action ou cette tâche. Mais pour ça, je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer ça. Et ensuite, je vais vous montrer pour quelles raisons activer la motivation intrinsèque, parce qu'il y a des chiffres, effectivement, c'est ce qu'il faut faire dans les entreprises. Et ensuite, je vous donnerai 7 clés que je vois dans l'école et l'entreprise pour favoriser cette motivation-là. Donc mes deux exemples pour vous montrer que cette motivation externe, extrinsèque, elle peut même enlever cette motivation qu'on peut avoir au départ. Donc je vais prendre deux exemples. Il y en a un, ça peut être vous et moi. Votre adolescent de 12 ans vous propose de laver votre voiture qui est bien sale parce que ça lui fait plaisir, il aime bien jouer avec l'eau et il aime bien voir le résultat de la voiture toute propre, rutilante après son action. Il fait ça. Une fois, deux fois, vous dites « Oh là là, c'est vraiment gentil ce qu'il fait là, je vais le récompenser. » C'est naturel, on pense un peu à ça. Ah, je vais lui donner, ben voilà, 5 €. La prochaine fois, il va le faire pour 5 €, il va demander plus, vous allez donner 10 €, et puis il va demander encore plus, et à un moment, vous allez dire « Stop !» ce ne sera pas plus de 10 €, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre adolescent, il dit « Ben non, bon, j'ai pas envie de laver la voiture finalement, je le fais plus. » Ça ne veut pas dire que si vous n'aviez pas donné le système de récompense, il vous l'aurait fait tous les samedis. Mais au moins, vous auriez peut-être eu son aide, peut-être 2-3 fois par an pour faire ça. Un autre exemple qui est tiré plutôt d'une étude, mais je trouve qui montre vraiment la puissance de destruction de la motivation externe. Alors c'est une étude qui a été faite sur deux groupes d'étudiants, deux groupes qui sont similaires.
Ils passent un à un, les étudiants, avec un examinateur pour faire en un temps limité le plus de figures sur un casse-tête possible. On va dire que c'est le tangram par exemple. Le plus de figures de tangram possible dans un temps limité. Il y a un groupe qui ne reçoit rien et le groupe A, on va l'appeler, le groupe A ne reçoit rien. Le groupe B, pour chaque figure faite, l'étudiant reçoit 1 €. Alors ensuite, l'examinateur met l'étudiant dans une salle d'attente où il y a des magazines susceptibles de l'intéresser, mais aussi ce fameux jeu de casse-tête qui est là à disposition. Il lui dit, bon, je dois compiler les résultats, je vous quitte quelques instants, et il laisse l'étudiant pendant 8 minutes, quoi, environ. Non, 8 minutes précisément. En fait, le test commence souvent avec les psychologues dans la salle d'attente. Il y a un groupe qui va se désintéresser complètement du jeu et feuilleter les magazines en majorité. Et il y a un autre groupe qui va en majorité prendre le jeu et se retester, réessayer de faire des figures. Quel groupe est quel groupe? Eh bien oui, vous l'avez peut-être trouvé. Celui qui va complètement se désintéresser du jeu, c'est ceux qui ont reçu 1 € pour chaque figure faite. Ça se comprend, là, ils se disent, bon, il y a le jeu là, mais de toute façon, il n'y a personne pour me donner mon 1 € si je le fais bien, donc à quoi bon le faire? Tandis que les autres se disent, waouh, et à cette figure-là, j'avais pas bien réussi, c'est un challenge pour moi, je veux y arriver, allez, et ils reprennent le jeu pour s'améliorer. Vous comprenez que cette motivation externe qui a été donnée avec une bonne intention, finalement, détourne la personne de ce qui vraiment l'intéresse au fond d'elle. Donc c'est quand même une notion très puissante là, que je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que c'est effectivement, comme j'ai dit au début, une clé pour l'avenir dans les entreprises, dans les écoles, hein, bien. Il a donc été observé dans les entreprises qui ne sont pas régies par les motivations externes, hein, qui existent, donc la promotion, la prime à la performance et le salaire en fonction de la performance. Il a été montré que pour ces boîtes-là, eh bien, les employés sont 2 fois moins malades, ils sont aussi plus loyaux entre eux, et ils ont aussi plus de créativité et sont donc plus productifs, ce qui n'est pas un problème que le bien-être de la personne aille dans le même sens que le profit. Je trouve au contraire que c'est justement ça la clé pour laquelle, eh bien, allons-y en fait. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant, d'après moi, par 7 points, comment faire, favoriser les conditions pour activer justement cette motivation intrinsèque à la fois sur l'école et sur l'entreprise. Donc les solutions, l'objectif de l'action doit être clair, hein. Bon, ça c'est évident, l'instituteur va bien expliquer, faire attention que chaque élève a bien compris l'objectif et le sens. Et dans les entreprises, c'est le fameux objectif SMART, hein, qui est toujours beaucoup utilisé, aussi utilisé en coaching. Je rappelle brièvement ce que c'est. Eh bien, c'est le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réalisable, le T, il faut que ce soit défini dans le temps. Et aussi, on peut rajouter que ce soit bon pour la personne et pour son environnement. Voilà, pour éviter tout ce qui est justement notion utilitariste. Ensuite, je vais détailler plutôt le réalisable. Le réalisable, c'est un point important. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'action soit réalisable. Alors là, on va essayer de diminuer au maximum les sources de stress. Pour les enfants, par exemple, eh bien, ça peut être les attentes des parents, par exemple. C'est souvent une source de stress. Soit elles sont très hautes, les attentes, soit peut-être pas assez élevées. Voilà, ça c'est quand même quelque chose sur lequel on peut agir parce que du coup ça réduira la peur de l'échec. Et aussi on doit changer cette notion, cette vision des choses, surtout en France par rapport aux cultures anglo-saxonnes, sur l'échec en fait et l'erreur. Voir en l'erreur en fait une opportunité de s'améliorer. On parle beaucoup de résilience, mais c'est justement ça, c'est pour, si vous échouez, si vous faites une erreur, eh bien vous allez vous relever et vous allez être meilleur, plus fort. Donc c'est dans le processus de développement et ça ne devrait plus être quelque chose de si difficile à vivre dans certaines circonstances. Donc voilà, ça, les conditions qui favorisent ça, le droit à l'erreur, on peut dire, ce sont... En fait, c'est dans le changement de paradigme, quand on passe du climat de contrôle, avec la motivation extrinsèque, au climat de confiance, avec la motivation intrinsèque.
Troisième point, eh bien, il faut que l'action nécessite une capacité particulière, hein, ça rappelle un peu le flow. Et là, je vous renvoie à ma playlist sur les intelligences multiples, hein, à la fois pour l'école et pour les entreprises. Pour l'école, eh bien, c'est essayer de trouver chaque enfant où est-ce qu'il a son talent, hein, où est-ce qu'il a ses facilités, et s'appuyer là-dessus pour lui donner confiance en lui. C'est la même chose dans l'entreprise, c'est mettre la bonne personne au bon endroit. Comme pour le flow, puisque le flow a en fait pour moi la motivation intrinsèque reine, eh bien il est important que la récompense soit directe, qu'on n'attende pas justement une hypothétique augmentation de salaire qui est dans plusieurs mois. Donc c'est important d'avoir une récompense directe, c'est-à-dire pour les enfants la valorisation. C'est la valorisation, les encouragements, essayer bien sûr, ça n'est pas facile je pense dans les écoles avec beaucoup d'enfants, mais de noter plutôt la progression plutôt que le résultat. Et dans les entreprises, eh bien, c'est les signes de reconnaissance, les feedbacks. Très important le feedback. Bien sûr aussi s'il le faut négatif, mais des feedbacks positifs. C'est vrai que dans notre culture, nous n'avons pas vraiment appris à donner des signes de reconnaissance positifs et aussi pas vraiment appris à les recevoir. Donc c'est peut-être ce changement-là qu'il serait bon de faire là maintenant. Cinquième point, il est important que la personne ait du temps pour elle, personnel. Pour activer cette motivation intrinsèque, vous devez être pendant un moment seul avec vous-même. Hein. C'est comme le flow, on est seul. Donc dans les écoles, eh bien, c'est le temps de travail hein, pour les enfants individuels et dans les entreprises aussi. Et là, je me pose un peu la question parce qu'avec, par exemple, la crise du Covid-19 que l'on traverse avec le confinement, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui ont une journée ponctuée par des réunions et seulement des réunions sans vraiment de temps pour soi, pour se poser, pour faire une tâche et pour pouvoir justement atteindre ce flow, hein. Donc, et cette motivation intrinsèque. Donc ça c'est important d'avoir du temps personnel. Le sixième point, au niveau relationnel, c'est développer l'écoute active. Quand quelqu'un parle, et dans les réunions, privilégier bien sûr les réunions interactives hein, avec des tours de table efficaces qui développent un climat de bienveillance, bienveiller à ça. Et enfin, bien sûr, c'est le développement personnel de chaque individu qui favorisera que chaque personne, en se connaissant de mieux en mieux, eh bien, elle saura ce qui lui convient, quelles sont vraiment ses motivations intrinsèques. Ça demande quand même un développement personnel. Et bon, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de coachs indépendants qui sont développés, donc soit en coaching de vie, soit en passant par l'entreprise. Eh bien, ce sont des opportunités. Ces personnes vous donnent des outils précieux, comme moi je le fais dans les vidéos, mais bien sûr, ça ne remplace pas un accompagnement 2 à 2. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est aussi une clé et je pense qu'on va y arriver, comme on a toujours 10 ans de retard par rapport aux États-Unis. Donc le coaching va sûrement se développer dans les années à venir pour que les personnes se connaissent le mieux possible, prennent le temps de se recentrer sur elles et savoir exactement bien quelles sont mes vraies motivations et comme ça faire quelques réajustements. Voilà, c'est la puissance de cette motivation intrinsèque, j'espère vous l'avoir transmis. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.